Depuis le 11 juin, l'université Marien Ngouabi ne fonctionne plus. Les enseignants réclament le paiement de 3 mois de salaire, la signature d'un protocole d'accord, la concomitance de leur salaire avec le paiement de leur salaire avec celui de la fonction publique. Quel commentaire, Alphonse, peut-on avoir de cette situation? C'est vrai que la situation financière du pays est un peu difficile. On a suivi le Premier ministre le rappeler et on sait très bien que nous devons respecter les échéances de remboursement de dettes au niveau de la sous-région, notamment l'emprunt obligataire et les dettes auprès des banques, c'est-à-dire les dettes au niveau du marché monétaire d'Afrique centrale. Ce qui fait que l'université, loin s'en faut, n'est pas seulement la seule institution à budget de transfert qui subit les problèmes de paiement de ses employés. Mais c'est quand même assez difficile parce que c'est récurrent. On peut se dire que l'option de payer de manière concomitante les travailleurs de l'université et ceux du secteur public, notamment les fonctionnaires, ça a toujours été un engagement que le gouvernement prend, mais après ça se brise en cours de route. Et ça me dérange parce qu'il s'agit quand même de notre première université, celle qui forme tous les cas. Vous et moi, nous y étions. Je sais que il est possible pour le gouvernement de trouver une solution, peut-être de payer un mois d'ici à là, mais il faut franchement résoudre les problèmes de l'université Marien Ngouabi de manière globale. Je sais qu'il y a un déficit. Oui, global, comment résoudre ces problèmes? C'est-à-dire que je pense que ça devrait faire pour moi l'objet, je suis honnête, peut-être même d'un conseil de ministres, qu'on regarde les problèmes de l'enseignement au Congo, mais surtout de l'université Marien Ngouabi. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Les états généraux de l'éducation, oui, mais je veux qu'on se focalise sur la situation de l'université Marien Ngouabi parce que c'est chaque année, vous verrez, si on paye un mois, peut-être 2, et peut-être encore dans 4-5 mois, on revivra les mêmes choses. Donc j'ai l'impression que c'est une chanson qui revient tout le temps et je me réjouis parce que ceux qui animent l'exécutif sont pour la plupart eux-mêmes enseignants de l'université Marien Ngouabi. Donc ce sont des problèmes qu'ils devraient vraiment prendre à bras le corps pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des pistes de solution. Alors, Fouque, l'insuffisance des fonds dans les caisses de l'État, ça peut être une raison valable pour ne pas payer une catégorie des travailleurs? J'ai eu le bonheur d'entendre un ministre me dire « Chrysostome, l'État est riche ». Mais là, il ne montre pas sa richesse. Non, l'État est riche. L'État a des moyens de mobiliser les finances. Et Alphonse est mieux dans ce secteur parce que les finances, on peut les mobiliser sur le plan national comme sur le plan international. Donc, si nous avons des partenaires techniques, si nous pouvons organiser des emprunts obligataires pour régler les problèmes, parce que l'État est là pour régler les problèmes. Nous avons déjà fait des émissions autour de cette situation-là. Nous sommes encore là parce qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce que l'État, je ne veux pas dire est incapable, non. Mais l'État ne priorise pas l'université Marien Ngouabi. L'État ne priorise pas. Si on met une priorité, et comme a dit Alphonse, il faut peut-être organiser tout un conseil des ministres pour regarder point par point le problème de cette université, parce que ce n'est pas l'argent qui manque à l'État. Je ne veux pas revenir sur les propos d'un enseignant que nous avons suivi tout à l'heure. Quel est le train de vie de l'État? Combien coûte un ministre à l'État? Mais les ministres aussi ont des retards ou des arriérés de salaire. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous allez comparer le ministre qui a un retard de salaire et celui qui enseigne son fils ou son neveu ou sa nièce qui a des retards de salaire, et entre-temps, vous vous livrez aux mondanités extrêmes ou excessives. Tout le monde voit parce que nous sommes dans une république. Donc l'État a des moyens pour régler le problème de l'université Marien Ngouabi. Tenez,
Vous avez des vacataires qui vous disent, ça lui fait 3 ans de vacation, il n'a jamais touché son argent. 3 ans de vacation. Les vacataires sont plus nombreux que les permanents à l'université Marien Ngouabi. Alors, Spleen, est-ce que maintenant, ça peut être le moment de penser à réduire le train de vie de l'État? Parce que nous avons entendu le Premier ministre parler des difficultés financières. Est-ce que c'est le moment de parler de la réduction du train de vie de l'État? Oui, moi je ne crois pas que sur 37 ministres, si on revenait à un gouvernement de 10 ministres, qu'on pouvait satisfaire toute cette pression sociale. Je ne crois pas que ce soit ça. Mais la question, c'est ce que Fouque vient de soulever. C'est l'État. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, qu'on soit encore foudroyé par une épidémie. Qu'est-ce que l'État allait faire? Et qui devait demander des moyens. Qu'est-ce que l'État allait faire? Laisser les Congolais mourir et le Congo disparaître. Donc, je crois que ce qu'ils ont fait hier, ou ce qu'ils font pour satisfaire les fonctionnaires, ils doivent le faire pour satisfaire aussi les autres agents de l'État. Mais il n'y a pas que les agents de l'État, mais aller plus loin. C'est-à-dire que l'État devrait absolument faire ses devoirs d'État. Quels sont ces devoirs d'État? Mais quand vous allez, les devoirs d'État, allez dans les hôpitaux, vous verrez ce qui se passe. À une certaine époque, dès que vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez même pas encore commencé d'expliquer de quoi vous souffrez. Vous avez déjà un comprimé de Nivaquine. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous allez dans les mêmes hôpitaux. Vous payez, les lits sont payants. Le séjour à l'hôpital est payant. Mais qui doit payer? C'est peut-être ceux qui ont les moyens. Et ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, imaginez-vous qu'un professeur d'université tombe malade. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il payer son séjour à l'hôpital et les ordonnances? Mais à l'université, c'est qu'on ne nous dit pas aussi qu'il y a une autre grève qui couvre il y a longtemps. Il s'agit de la grève des vacataires. Et notre ami Fouque l'a dit, qui sont plus nombreux. Qui sont plus nombreux. Bref, je pensais que, comme déjà Alphonse l'a dit, qu'il faut le résoudre de manière globale. Et dans la globalité, il a détaillé ça, la globalité. Mais je voudrais ajouter dans cette globalité qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Nous avons une université qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. L'université qui porte le nom du président de la République. Et qui fonctionne et où les gens sont payés régulièrement. Et comment est-elle une université privée? Je ne crois pas, parce que ceux qui travaillent là-bas sont des agents de l'État. Donc, ils devaient être payés de la même manière. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce... Oui, Alphonse, on a essayé un peu de brosser quelques pistes de solutions. Mais on se rappelle aussi que le sénateur Kaya Magan a fait des reproches au gouvernement qui dit non, d'un côté, vous empruntez et de l'autre côté, vous payez la dette. Cette politique d'équilibriste-là, est-ce qu'elle est favorable pour notre pays? Bon, peut-être qu'on pourra, ce sujet auquel vous faites allusion, pourra faire l'objet d'un prochain plateau, mais de manière tout à fait ramassée. Le problème qui fait que nous soyons en assèchement financier est que nous empruntons pour consommer. Voyez-vous? Et je comprends la maturité des dettes. Oui, justement. Que devrait-il se passer quand on emprunte? Que devrait-on faire alors? Non, là, il faut soigner la qualité de la dépense, c'est tout. C'est-à-dire que
soyons honnêtes, je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne, ceux qui nous suivent. Si vous allez auprès du Westaf Afrique du coin, je m'excuse d'appeler ça, c'est parce que souvent l'expression que nous utilisons dans le ticket du coin. Vous gagnez 100 000 francs, vous dites Mamadou, bon, écoute, je sais que je te dois déjà 40, 50 000 parce que je n'ai pas pu te payer à temps, mais je voudrais m'arranger avec toi, ne te dérange pas, essaye encore de me donner une autre marge pour que je prenne des boîtes de concert pour la famille, je te paierai tout ça le moment venu. Et je trouverai le moyen avec toi de te payer ça petit à petit. C'est ce que nous n'avons pas fait. C'est-à-dire que nous, l'État se gère aussi comme une société. Nous avons de l'argent que nous avons emprunté sur le marché monétaire et financier. Nous devrions aller vers ces gens pour essayer d'arranger un tout petit peu ce qu'on appelle les délais de remboursement. Et pour que notre signature reste intacte et que nous ne soyons pas asphyxiés. Donc, on a manqué, si vous voulez, dans le langage usuel d'anticipation. Bon, on n'a pas de choix. Quand on va sur le marché monétaire d'Afrique centrale, c'est pour rembourser à court terme, soit 13 mois, 13 semaines, soit 26 semaines, soit 52 semaines. Parce que ce sont des ressources courtes, comme on dit, ça veut dire c'est l'argent d'autrui. C'est l'argent d'autrui qui se trouve dans les banques. Il faut vite venir rembourser. Vous ne pouvez pas le garder pendant longtemps. Et c'est ce que tous les pays font. Qu'il s'agisse du Cameroun, du Gabon, et même du Congo-Brazzaville, qui est maintenant le troisième pays en termes de levée de fonds sur ce marché. C'est ce que tous les pays font. Donc, en ce qui nous concerne, peut-être que nous avons pris de l'argent et n'avons pas soigné la qualité de la dépense. Il y a beaucoup de choses. Je vais revenir sur le cas de l'université pour essayer de vous montrer un exemple. C'est que, bon, oui, l'État aussi peut-être se trouve en difficulté, mais on pourra aussi peut-être, au cours, s'il y avait une réunion pour ne parler que de l'université Mariam-Ngouabi, faire un peu un audit parce que l'université Mariam-Ngouabi doit compter pratiquement 7000 étudiants, un peu plus. Si chaque étudiant paye 10 000 francs, les frais d'inscription, je pense qu'il y a quelque chose déjà à en tirer. Je ne sais pas, ça doit se passer à 50 000. Je ne sais pas si ça avait été adopté. 30 000. Les étrangers payent 400 000 francs. Donc, je pense que là aussi, il y a quand même un recadrage à faire. C'est-à-dire que les moyens générés par l'université peuvent aussi permettre, pourquoi pas seulement de payer les vacataires. Il faut qu'il y ait aussi de ce côté qu'on soigne la signature. Il n'y a pas qu'à demander à l'État. Hein. Et c'est pourquoi je disais que si on se réunissait pour parler des problèmes de l'université, il s'agit de, pourquoi pas, copier un modèle où l'université devrait fonctionner à peu près comme fonctionne l'université d'Elie Sassou Nguesso. Pourquoi l'université d'Elie Sassou Nguesso n'a pas ces problèmes et l'université Mariam-Ngouabi en a? Ça veut dire qu'il y a un problème de modèle de gestion qu'il faudrait certainement remettre à un niveau pour que les choses aillent certainement dans un bon sens. Alors, Spline, finalement, on se rend compte que les problèmes qui se posent à l'université sont des problèmes de gestion des fonds et de gestion aussi des hommes. À l'université, je crois qu'il a déjà tout dit. Je ne connais pas ce qui se passe. Comme quelqu'un disait, pas d'enquête, vous n'avez pas droit à la parole. Donc, je ne connais pas du tout comment on gère l'université, mais tout ce que je sais, que l'université devait être autonome, donc à un certain niveau, devait générer de l'argent elle-même, et puis il y a un complément qui viendrait de l'État. C'est comme ça que je crois que l'université boucle son budget. Mais, au-delà de tout ça, Chrysostome, il y a le quotidien qui nous dit quand même que c'est il y a comme une négligence. Je reviens sur ce mot-là. Il y a quand même une négligence. De la part des propriétaires, des bâtiments, propriétaires, des agents, propriétaires, finalement de l'État. Pourquoi je le dis? Lorsque une crise s'abat sur un pays, je crois que
le premier secteur qui est touché, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons là? Que ça construit ici, ça construit là, ça construit plus loin. Alors, si réellement nous sommes en crise, tel que nous avons suivi le Premier ministre le dire, mais il n'a pas dit, puisqu'il promet que l'année prochaine, mais il n'a pas dit pourquoi l'année prochaine, ça sera mieux que cette année. Il ne l'a pas dit. Ah, il ne le dit pas. Fou, est-ce que réellement le Congo est en crise? Parce que là, Spleen vient d'évoquer, on construit ici et là. Spleen évoque une chose qui est palpable, que nous constatons. Un pays en crise ne peut pas enregistrer des constructions ça et là. On est dans un pays en crise où les parcelles de terrain sont vendues pas à celui qui a moins d'un million. Non, ne faisons pas comme ça. C'est un manque de volonté. Ne faisons pas comme ça. Parce que pour construire un État, il faut construire également des hommes. Mais si les hommes, on ne les construit pas, comment allons-nous construire l'État de demain? Soyons un peu humains. Soyons humains pour résoudre les problèmes des autres qui encadrent nos enfants, nos nièces, nos neveux. Il est vrai que chacun a un programme pour son neveu, pour sa nièce. Il est vrai. C'est de l'envoyer à Abidjan, à Dakar, en France. Mais tout le monde n'a pas les moyens pour envoyer sa progéniture, son neveu, son oncle, je sais pas, son neveu, sa cousine ou sa nièce en Europe. Faisons des efforts. L'État est riche. Je reviens là, l'État est riche. Et là, ce sont les étudiants qui en pâtissent. Naturellement, c'est une génération qui sera sacrifiée et qui aura des difficultés de prendre une inscription ailleurs. Spleen, génération sacrifiée. Demain, Oui. quelle qualité Oui, génération. Et je mets ça au pluriel, complètement sacrifié. Donc, il n'y a pas que ceux-là, parce que ceux-là vont rater les études, mais leurs petits frères, petites sœurs qui viennent et qui vont se dire, mais mon grand frère, ma grande sœur a été à l'université et ça n'a pas tenu, il est à la maison, il est à la traîne, et pourquoi moi j'irai perdre mon temps à l'université? Vous voyez, c'est ce qui se passe maintenant là, dans notre système scolaire. Certainement qu'un jour, nous allons essayer de regarder pourquoi on constate de plus en plus cette baisse d'effectifs pendant les examens d'État. Alors, Alphonse, nous avons écouté le Premier ministre qui a dit, il faut aussi l'a évoqué, que l'année prochaine, ça ira. Qu'est-ce qui est dans le projet pour que ça aille? Selon nos informations, peut-être parce que le Premier ministre n'a pas donné les détails, mais là, je livre quelques informations. La dette que le Congo a avec certains traders, notamment Trafigura et Glencore, cette dette sera entièrement payée. Je crois, pour Trafigura, c'est en septembre, et pour Glencore, ça doit être au cours du premier trimestre 2025. Ce qui fait que donc, notre pétrole, qui, on le sait, nos recettes étaient gagées pour le remboursement de l'essentiel de la dette que nous devons donc à ces traders, ce qui va donc certainement permettre au Congo d'avoir un peu d'oxygène. Je crois que c'est de jouir. Voilà, c'est ce qui va maintenant jouir des recettes, parce que la question, c'est que les gens se posent souvent, mais comment est-ce qu'on est en difficulté alors qu'on a du pétrole? Non, les recettes actuelles ont été gagées pour payer, enfin, dans le cadre de l'endettement avec justement Glencore et Trafigura et autres. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on a donc rééchelonné, on a essayé donc de négocier avec ces traders à la faveur de l'accord signé avec le FMI. Nous allons donc terminer avec un trader en septembre. Et si nous respectons le service de la dette, c'est-à-dire l'argent qu'on consacre chaque mois pour rembourser ce que nous devons à ces traders, nous allons aussi donc finir de rembourser au deuxième trader
selon nos informations, au cours du premier trimestre 2025. Donc, ce qui fait que le Congo pourra donc à nouveau avoir un souffle, de l'oxygène. Mais alors, il faut qu'on soit aussi sûr que les cours du brut seront toujours aujourd'hui, comme ça se situe, à 78, 75, 80 dollars le baril, parce qu'il ne faut pas oublier un élément qui va certainement aussi impacter l'environnement économique international. Si Donald Trump venait à être élu président aux États-Unis très prochainement, on ne sait pas quelle est l'attitude que Trump aura pour régler la crise entre la Russie, l'Ukraine et alliés, n'est-ce pas, occidentaux. Donc, on ne sait pas si les choses se normalisent. Ça veut dire que la tension baisse et donc les cours peuvent à nouveau baisser. Donc, ce sont des indicateurs qui nous échappent. Donc, peut-être le Premier ministre l'a dit, sur la base du fait que nous allons enfin avoir de l'oxygène lorsque nous allons finir avec le premier trader en septembre et l'autre en 2025. Nous allons avoir un peu de souffle, mais la prudence est toujours de mise pour mieux gérer les finances publiques. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Au revoir, chers téléspectateurs. À dimanche prochain sur Vox Hebdo.